Mes parents ne m'ont même pas envoyé de texto pour mon anniversaire, mais ils ont acheté une maison neuve pour ma sœur. Alors, j'ai disparu de leur vie, et la façon dont ils ont essayé de me retrouver était ridicule. Je m'appelle Audrea, et j'ai 28 ans. J'ai une sœur, Jessica, qui en a 25. En grandissant, il a toujours été clair comme de l'eau de roche que Jessica était l'enfant chéri, et que moi, eh bien, disons simplement que j'étais l'enfant d'essai. Vous connaissez ces parents qui se ratent avec leur premier enfant, et qui réussissent ensuite avec le second? C'était ma famille. Sauf qu'ils n'ont jamais cessé de me traiter comme le brouillon. Jessica a eu des cours de ballet, des leçons de piano, des classes d'art et des colonies de vacances. Moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas se permettre d'extra. Jessica a eu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. Moi, j'ai eu droit à un sermon sur la responsabilité et à un abonnement de bus. Les études de Jessica ont été entièrement payées, y compris ses cotisations de sororité et son semestre d'études à l'étranger. Moi, j'ai cumulé 3 emplois et contracté des prêts que je rembourse encore. Mais j'ai fait avec. Je me suis dit que les parents évoluent, que peut-être ils avaient simplement appris à mieux gérer leurs finances au moment de l'arrivée de Jessica. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un emploi décent en marketing, et j'ai essayé de maintenir une relation avec ma famille, malgré le sentiment d'être une étrangère à chaque réunion de famille. Le point de rupture est arrivé le jour de mon 28e anniversaire, le 15 mars. Je ne suis pas du genre à avoir besoin d'une grande fête, mais un simple texto de joyeux anniversaire de la part de ses parents, ça semble être le strict minimum, non? Le jour est passé. Rien. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail. Silence radio. J'ai attendu le lendemain, pensant qu'ils réaliseraient peut-être leur erreur et me contacteraient avec des excuses. Toujours rien. Au 3e jour, j'étais blessé, mais pas totalement surprise. C'était la norme avec ma famille. Puis, exactement une semaine plus tard, j'ai vu la publication Instagram de Jessica. Elle était là, tenant des clés devant une magnifique maison coloniale de 2 étages, avec une porte rouge et une clôture blanche. La légende disait « Surprise ». Maman et papa m'ont acheté la maison de mes rêves comme cadeau de pendaison de crémaillère anticipée. Je n'arrive pas à croire que je suis propriétaire à 25 ans. J'ai fixé cette publication pendant au moins 10 minutes. Une maison. Ils lui ont acheté une maison. Pas aidé pour un acompte, non, ils lui ont acheté une maison entière. Et ils n'ont même pas pu se souvenir de m'envoyer un texto pour mon anniversaire. J'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait, j'ai appelé ma mère. Audrea, ma chérie, comment vas-tu, a-t-elle répondu, semblant sincèrement heureuse de m'entendre. Je vais bien, maman. J'ai vu la publication de Jessica sur la maison. C'est un sacré cadeau. Oh, oui. N'est-ce pas merveilleux? Ton père et moi avons trouvé cette parfaite petite première maison, et nous n'avons tout simplement pas pu résister. Jessica a travaillé si dur à son nouveau poste, et nous voulions l'aider à s'installer. Jessica est à son poste de coordinatrice marketing depuis exactement 4 mois, maman. Eh bien, oui, mais elle s'en sort si bien, et le marché est si compétitif pour les jeunes qui essaient d'acheter une maison de nos jours. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, as-tu réalisé que tu as manqué mon anniversaire la semaine dernière? Il y a eu une pause. Une longue pause. Oh, ma chérie, c'était la semaine dernière. Je suis tellement désolé. Le temps me file entre les doigts parfois. On se rattrapera. Vous avez acheté une maison à Jessica mais vous avez oublié mon anniversaire. Allons, Audrea, ne sois pas dramatique. Ce sont des choses complètement différentes. Tu as raison. Ce sont des choses différentes. L'une coûte environ 300 000 €, et l'autre ne vous aurait rien coûté, si ce n'est 30 secondes pour envoyer un texto. Je suis désolé. Que veux-tu de plus de moi? Cette question est restée en suspens. Que voulais-je d'elle? Je voulais compter. Je voulais sentir que j'existais dans leur monde, autrement que comme une pensée après coup. Je voulais qu'ils m'aiment, ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils aimaient Jessica. Mais je ne pouvais pas dire ça. À la place, j'ai dit, rien, maman. Ne t'inquiète pas pour ça. On t'aime, Audrea. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr. Je dois y aller. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. C'était fini. J'en avais fini d'être la fille oubliée, le lot de consolation, le brouillon.
J'en avais fini de prétendre que leur miette d'attention me suffisait. J'en avais fini d'être reconnaissante pour le strict minimum, pendant que Jessica recevait le monde sur un plateau d'argent. J'allais disparaître de leur vie, et voir combien de temps il leur faudrait pour le remarquer. Mais je n'allais pas faire les choses à moitié. Si j'allais disparaître, j'allais le faire correctement. D'abord, je les ai tous bloqués sur les réseaux sociaux, maman, papa, Jessica, et même quelques tantes et oncles dont je savais qu'ils rapporteraient à mes parents tout ce qu'ils verraient. Je n'ai pas publié d'adieu dramatique ou d'explication. Je me suis juste retiré discrètement de leur monde numérique. Ensuite, j'ai changé mon numéro de téléphone. Je voulais de toute façon changer d'opérateur pour une meilleure offre, donc c'était le moment parfait. Je n'ai donné le nouveau numéro à personne de ma famille. Puis sont venues les décisions plus importantes. J'envisageais un changement de travail depuis des mois, et une entreprise à Portland essayait de me recruter. J'avais hésité parce que cela signifiait déménager à l'autre bout du pays, depuis l'Ohio, mais maintenant, cela semblait parfait. J'ai accepté leur offre. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire, j'ai vendu la plupart de mes meubles, et j'ai fait mes valises. Les seules personnes à qui j'ai parlé de mon déménagement étaient mes 3 amis les plus proches, Emma, que je connaissais depuis l'université, Marcus, du travail, et ma voisine Beth, qui était devenue comme une grande sœur pour moi. En l'espace de 6 semaines après la publication de Jessica sur la maison, je vivais à Portland, en Oregon, à 3 fuseaux horaires de ma famille. J'avais un nouvel emploi, un nouvel appartement, un nouveau numéro de téléphone, et une nouvelle vie. Je me sentais libre, pour la première fois depuis des années. Portland était tout ce dont j'avais besoin. Mon nouvel emploi était stimulant et gratifiant. Mes collègues semblaient vraiment apprécier ma contribution, et la ville elle-même était comme un nouveau départ. Je me suis inscrite à un groupe de randonnée, j'ai pris des cours de poterie, et j'ai commencé à sortir avec un homme nommé Jack, qui travaillait dans une brasserie locale. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je construisais quelque chose qui était entièrement à moi. 4 mois ont passé. Je me demandais parfois si mes parents avaient remarqué que je ne répondais pas à leurs appels ou à leurs textos, mais je supposais qu'ils étaient probablement soulagés de ne pas avoir à faire semblant de se soucier de leur décevante fille aînée. Je me trompais. Emma m'a appelé un jour de juillet, riant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Audrea, oh mon Dieu, il faut que tu entendes ça. Ta mère m'a appelé. » « Elle a quoi ? » ?»« Ta mère m'a appelé. Elle a réussi à obtenir mon numéro et m'a appelé au travail. Elle te cherche. Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Eh bien, d'abord, j'ai dû comprendre qui elle était, car elle s'est présentée comme la mère d'Audrea, Patricia Mitchell, comme si je devais savoir qui c'est. Ensuite, elle a commencé à raconter à quel point elle était inquiète, parce que tu ne répondais pas à ses appels ni à ses textos. J'ai ri. Il lui a fallu 4 mois pour remarquer que je ne répondais pas. Ce n'est même pas le meilleur. Elle m'a demandé si je savais où tu étais, et j'ai dit que je ne pouvais pas partager cette information sans ta permission. Alors, elle m'a demandé si je pouvais juste confirmer que tu étais en sécurité et en bonne santé, et j'ai dit oui. Mais ensuite, Audrea, elle me demande si je pense que tu es en colère contre eux à propos de quelque chose. Elle m'a demandé si je suis en colère à propos de quelque chose. Quelque chose. Comme si elle ne pouvait absolument pas imaginer ce qui pourrait te contrarier. J'avais tellement envie de lui poser des questions sur ton anniversaire et la maison de Jessica, mais je me suis dit que tu ne voudrais pas que je m'en mêle. Bonne décision. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit que ce n'était pas vraiment mon rôle de le dire, et que si elle voulait savoir ce que tu ressentais, elle devrait probablement te le demander directement. Alors, elle s'est vexée et a dit qu'elle le ferait, si elle pouvait te joindre. L'appel d'Emma n'était que le début. Marcus m'a appelé 2 jours plus tard. Mon père avait réussi à trouver son profil LinkedIn et lui avait envoyé un message me concernant. Marcus, en bon ami, a répondu par un message professionnel mais peu utile, disant qu'il n'était pas à l'aise pour partager des informations personnelles sur ses collègues. Puis Beth a appelé. Ma mère s'était carrément présentée à mon ancien immeuble et avait frappé aux portes jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui me connaissait. Beth se trouvait à la boîte aux lettres quand ma mère l'a coincée dans le hall. Elle était si dramatique, Audrea. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était morte d'inquiétude et me demandait si je pensais que quelque chose de terrible t'était arrivé. Je lui ai dit que tu avais déménagé, et elle m'a demandé où. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas lui dire, elle m'a littéralement attrapé le bras et a dit, « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de savoir que ma fille va bien. » Elle t'a attrapé le bras ?
Très doucement, mais oui. J'ai eu pitié d'elle pendant une demi-seconde. Et puis je me suis souvenu de toutes les histoires que tu m'as racontées, sur la façon dont il te traite par rapport à Jessica. J'ai juste dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais pas l'aider. Et je suis monté. Mais Audrea, elle est restée dans le hall pendant encore 20 minutes, à demander à d'autres personnes s'ils te connaissaient. Les rapports continuaient d'arriver, et chacun était plus absurde que le précédent. Mes anciens collègues m'ont appelé pour me dire que mes parents s'étaient présentés à mon ancien immeuble de bureau. Apparemment, mon père portait un costume cravate et s'était présenté à la réceptionniste comme Monsieur Mitchell, le père d'Audrea, comme si cela lui donnait automatiquement accès à des informations confidentielles sur les employés. Quand on lui a dit que je ne travaillais plus là et qu'on ne pouvait pas fournir d'adresse de suivi, il a demandé à parler à mon ancienne superviseure. Pauvre Janet, mon ancienne patronne, m'a appelé elle-même pour me raconter la rencontre. Audrea, ton père est resté dans mon bureau pendant 30 minutes, a posé des questions sur ton état d'esprit avant ton départ. Il voulait savoir si tu avais semblé déprimé, ou si quelqu'un t'avait importuné. Je n'arrêtais pas de lui dire que tu étais parti pour une excellente opportunité et que tu semblais enthousiaste, mais il insistait sur le fait que ta disparition était complètement inhabituelle. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu étais l'une de mes employées les plus fiables, que tu avais donné un préavis en bonne et due forme et que tu avais géré ta transition de manière professionnelle. Mais Audrea, il semblait sincèrement convaincu que quelque chose de terrible t'était arrivé. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « ce n'est pas le genre d'Audrea, elle ne disparaîtrait jamais sans nous dire où elle allait ». L'ironie ne m'a pas échappé. Mon père, qui n'avait pas eu de vraie conversation avec moi depuis des années, prétendait maintenant être un expert de mon caractère et de mes habitudes. Il s'était également adressé à l'association des anciens élèves de mon université, pour demander mes coordonnées à jour. Mon amie Rachel, qui y travaillait à temps partiel, m'a appelé pour me parler de la visite de ma mère. Ta mère est arrivée avec tout un dossier de documents, m'a dit Rachel. Elle avait ton diplôme, d'anciens bulletins de notes, même quelques photos de l'université. Elle n'arrêtait pas de me les montrer, comme si elle essayait de prouver qu'elle était vraiment ta mère. C'était en fait assez triste. A-t-elle dit pourquoi elle avait besoin de me trouver? Elle a dit qu'il y avait une urgence familiale et qu'elle avait désespérément besoin de te joindre. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas donner d'informations sur les anciens élèves, elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, Audrea. Elle a dit qu'elle avait peur que quelque chose de terrible soit arrivé à sa fille. L'angle de l'urgence familiale était nouveau. Je me demandais quelle crise ils avaient inventée pour justifier leurs recherches, ou si ma mère avait simplement décidé que mon absence elle-même constituait une urgence. Mon père avait même appelé la compagnie de téléphone pour essayer d'obtenir mon nouveau numéro, mais les lois sur la confidentialité l'en ont empêché. Le représentant du service clientèle à qui il avait parlé avait en fait appelé mon ancien numéro pour signaler l'incident, tombant sur le nouveau propriétaire, qui était naturellement confus et agacé. Mais les efforts de mes parents ne se limitaient pas aux canaux officiels. Ils avaient également sollicité l'aide de Jessica, de manière de plus en plus envahissante. Marcus m'a dit que Jessica avait commencé à se présenter dans les endroits que je fréquentais en Ohio. Elle était allée à mon ancienne salle de sport, à mon café préféré, à la librairie où je passais mes samedis après-midi. Elle avait montré ma photo aux employés et aux clients réguliers, demandant si quelqu'un avait de mes nouvelles ou savait où j'étais parti. Elle est venue à l'agence de marketing où je travaillais, a dit Marcus lors d'un de nos appels. Elle a dit à la réceptionniste qu'elle était ta sœur et qu'il y avait une urgence familiale. Elle voulait savoir si j'avais mentionné quelque chose sur tes projets ou où tu pourrais vivre maintenant. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Rien, heureusement. Mais Audrea, elle semblait vraiment angoissée, comme si elle tremblait en parlant à la réceptionniste. Soit c'est une très bonne actrice, soit elle est sincèrement contrariée de ne pas pouvoir te trouver. Je me suis surprise à m'interroger sur la motivation de Jessica. S'inquiétait-elle pour moi, ou faisait-elle simplement ce que nos parents lui demandaient? Lui était-il venu à l'esprit que sa toute nouvelle maison pouvait être liée à ma disparition? Se sentait-elle coupable, ou était-elle simplement confuse quant à la raison pour laquelle j'avais soudainement disparu de leur vie? Le plus ridicule est arrivé quand j'ai appris qu'ils avaient commencé à contacter des gens que je connaissais à peine. Beth m'a dit que ma mère avait réussi à obtenir les coordonnées d'autres locataires de mon ancien immeuble et les avait appelés individuellement. Elle a appelé Madame Henderson du 3B, a dit Beth, en parlant de la vieille dame qui vivait en face de mon ancien appartement. Madame Henderson m'a appelé, toute confuse,
me demandant si je savais pourquoi une femme l'appelait à ton sujet. Apparemment, ta mère lui a demandé si elle avait remarqué une activité suspecte autour de ton appartement avant que tu ne déménages. Une activité suspecte? Je suppose qu'elle voulait savoir si tu avais semblé effrayé ou s'il y avait eu des personnes étranges dans les parages. Madame Henderson lui a dit que tu avais toujours été poli et calme, et que tu lui avais dit au revoir en partant. Mais ta mère a insisté, lui demandant si elle était sûre que tu n'avais pas semblé inquiète ou contrariée par quelque chose. La paranoïa montait. Mes parents s'étaient apparemment convaincus que ma disparition était le résultat d'une menace extérieure, plutôt que de mon propre choix. Dans leur esprit, je n'aurais jamais pu décider de les quitter volontairement. Quelque chose de grave devait m'être arrivé. Emma a appelé avec des nouvelles sur des tentatives de plus en plus créatives pour me retrouver. Ta mère a trouvé mon profil LinkedIn et m'a envoyé un message me demandant l'historique de tes recherches d'emploi. Elle voulait savoir avec quelles entreprises tu avais passé des entretiens et si tu avais mentionné vouloir déménager dans des villes spécifiques. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai pas répondu au message LinkedIn, mais elle a trouvé mon adresse email professionnelle et m'a envoyé un message beaucoup plus long. Audrea, c'était intense. Elle a écrit 3 paragraphes sur son inquiétude et sur le fait que cela déchire la famille. Elle a dit que ton père ne dort plus et que Jessica pleure tous les jours parce que tu lui manques tellement. Cette dernière partie m'a fait réfléchir. Jessica pleure tous les jours. La sœur qui s'était affichée avec joie avec sa nouvelle maison, sans une seule pensée pour l'effet que cela pourrait avoir sur moi, pleurait maintenant quotidiennement mon absence. Elle m'a aussi demandé de te demander d'envoyer juste un texto, a poursuivi Emma. Juste un texto pour leur faire savoir que tu es en vie et que tout va bien. Elle a dit qu'il ne demanderait rien d'autre si tu pouvais juste confirmer que tu es en sécurité. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Un texto se transformerait en un appel téléphonique. Un appel téléphonique se transformerait en demande d'explication. Une explication se transformerait en culpabilisation, en manipulation et en promesse de faire mieux, qui durerait exactement jusqu'à ce qu'ils se sentent à l'aise pour reprendre leurs anciennes habitudes. La chose la plus intrusive qu'ils aient faite, cependant, a été d'engager ce détective privé. Mais même avant cela, ils avaient apparemment tenté de mener leur propre enquête. Marcus m'a dit que mon père avait en fait conduit jusqu'à Portland, un trajet de 20 heures depuis l'Ohio, et avait passé un week-end à se promener dans le centre-ville avec des photos imprimées de moi, les montrant aux gens dans la rue. Comment le sais-tu, ai-je demandé. Parce qu'il l'a posté sur Facebook. Il a fait une longue publication sur le fait qu'il cherchait sa fille disparue et demandait si quelqu'un à Portland t'avait vu. Il a inclus un tas de photos et a même offert une récompense pour toute information sur ta localisation. J'ai immédiatement appelé Emma pour qu'elle vérifie la page Facebook de mon père, puisque je les avais tous bloqués et ne pouvais pas la voir moi-même. Oh mon Dieu, Audrea, a-t-elle dit après avoir regardé. C'est beaucoup. Il a posté une quinzaine de fois le mois dernier à propos de ta recherche. Et les photos qu'il utilise, ce sont toutes des anciennes, de l'époque de l'université et juste après. Tu as complètement changé maintenant. Quel genre de publication? Laisse-moi t'en lire une. Toujours à la recherche de ma fille Audrea. Vue pour la dernière fois en Ohio en mars. Elle pourrait souffrir de dépression ou de perte de mémoire. Si quelqu'un a des informations, veuillez me contacter immédiatement. Nous voulons juste savoir qu'elle est en sécurité. Audrea, il a fait croire que tu avais une sorte de problème médical. Des pertes de mémoire? Ce n'est même pas le pire. Il y a une autre publication où il dit que tu as disparu sans explication et que ton comportement avant ton départ était erratique et inquiétant. En gros, il a dit à tout le monde que tu avais fait une sorte de dépression nerveuse. J'ai eu la nausée. Mon père menait essentiellement une campagne publique qui me dépeignait comme mentalement instable. Quiconque voyait ces publications penserait que j'étais une personne disparue avec de graves problèmes psychologiques, et non une adulte compétente qui avait choisi de déménager et de repartir à zéro. Emma, peux-tu me faire des captures d'écran de ces publications? Je veux voir exactement ce qu'il dit. Elle m'a envoyé les captures d'écran, et c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Mon père avait élaboré un récit où j'étais une personne vulnérable, qui avait disparu dans des circonstances mystérieuses, peut-être à cause d'une maladie mentale ou de menaces extérieures. Il a transformé mon choix conscient en un mystère tragique, qui nécessitait l'intervention de la communauté pour être résolu. Les publications avaient des dizaines de commentaires de personnes offrant des prières, partageant des histoires similaires et donnant des conseils sur les stratégies de recherche.
Quelques personnes avaient même prétendu m'avoir vu dans diverses villes du pays, ce qui avait conduit à une série de fausses pistes que mon père avait apparemment suivies. Un commentateur avait écrit « Avez-vous vérifié les hôpitaux et les refuges ? Parfois, les personnes en crise de santé mentale se retrouvent dans des endroits où elles ne peuvent pas s'identifier. » Un autre avait suggéré « Vous devriez contacter cette émission sur les personnes disparues. Il pourrait peut-être aider à faire passer le mot. » Mon père avait répondu à chaque commentaire avec gratitude et des mises à jour sur ses efforts de recherche. Il avait créé toute une communauté en ligne d'inconnus qui s'investissaient maintenant dans la recherche de sa fille disparue. Mais la partie la plus troublante était une publication d'il y a 2 semaines. Nous avons engagé un enquêteur professionnel pour nous aider à retrouver Audrea. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous offrons une récompense de 25 000 € pour toute information crédible menant à sa localisation. Nous t'aimons, Audrea, et nous voulons juste que tu rentres à la maison. Une récompense de 25 000 €. Il me traitait comme une victime d'enlèvement. J'ai alors réalisé que cela allait bien au-delà d'une simple inquiétude, ou même de la culpabilité d'avoir oublié mon anniversaire. Mes parents avaient créé tout un fantasme, où j'étais une victime qui avait besoin d'être sauvée, plutôt que d'affronter la possibilité que je sois parti à cause de la façon dont ils me traitaient. Il était plus facile pour eux de croire que quelque chose de terrible m'était arrivé, que d'examiner leur propre comportement et de reconnaître qu'ils avaient échoué en tant que parents. Le détective privé qu'ils avaient engagé était apparemment très minutieux. Beth m'a dit qu'il l'avait interrogée, elle, mais aussi plusieurs autres personnes de mon ancien quartier. Il posait des questions sur mes habitudes quotidiennes, mon cercle social, mon état mental, et si j'avais déjà mentionné me sentir menacé ou en danger. Il était très professionnel, a dit Beth, mais aussi très persistant. Il m'a posé les mêmes questions de 3 manières différentes, comme s'il essayait de me prendre en défaut ou de me faire révéler quelque chose que je n'avais pas l'intention de partager. Quel genre de questions ? Il voulait savoir si tu avais déjà parlé de vouloir disparaître ou de recommencer ailleurs. Quand j'ai dit que tu avais mentionné vouloir changer d'air, il a demandé si cela semblait être un changement de carrière normal ou si cela semblait désespéré ou impulsif. Il a aussi demandé si je t'avais déjà vu te disputer avec quelqu'un ou si tu avais semblé paranoïaque ou craintif dans les semaines précédant ton déménagement. L'enquêteur avait également, apparemment, fait des recherches sur mon empreinte numérique, avant que je ne coupe complètement ma présence en ligne. Il avait réussi à obtenir des captures d'écran d'amis en commun et de personnes avec qui j'avais interagi sur les réseaux sociaux, avant que je ne bloque ma famille et ne désactive mes comptes. Il m'a montré certaines de tes anciennes publications Instagram qu'il avait obtenues de quelqu'un d'autre, m'a dit Emma lors d'un de nos appels. Il voulait savoir si je pensais que les légendes semblaient normales ou si elles indiquaient une dépression ou une détresse. Je lui ai dit que tu avais toujours été assez discrète sur les réseaux sociaux et que rien ne me semblait inhabituel. Quelle publication regardait-il ? Des trucs au hasard de l'année dernière. Cette photo de toi en randonnée au parc d'État. Celle de toi à la fête d'anniversaire de Marcus. Quelques photos de nourriture. Il interprétait beaucoup trop de choses. Par exemple, il m'a demandé si je pensais que c'était significatif que tu aies posté une photo d'un coucher de soleil avec la légende fin et début 2 mois avant ton déménagement. C'était juste une photo de coucher de soleil au hasard. Je le sais, et je le lui ai dit, mais il l'a noté dans son petit carnet comme si c'était une preuve cruciale. L'enquêteur avait également contacté le cabinet de mon ancienne thérapeute, bien que les lois sur la confidentialité les aient empêchés de partager des informations. Le cabinet de mon ancien dentiste avait reçu un appel demandant des informations sur mon dernier rendez-vous et si j'avais semblé en détresse ou si j'avais mentionné des préoccupations concernant ma sécurité. J'ai commencé à avoir l'impression que toute ma vie en Ohio était disséquée et analysée par des étrangers, qui cherchaient des preuves d'une crise qui n'existait pas. Mes parents avaient transformé ma décision personnelle en une enquête criminelle, et ils entraînaient toutes les personnes que j'avais jamais connues dans leur délire. Mais la partie peut-être la plus ridicule de leurs efforts de recherche était ce que Jessica faisait sur les réseaux sociaux. Emma a découvert que Jessica avait créé plusieurs faux comptes sur Instagram, Facebook et même TikTok, tous conçus pour essayer de me trouver ou de trouver des personnes qui pourraient me connaître. Elle a ajouté en ami des gens de ton université, de ton ancien travail, même des personnes au hasard qui ont le même nom que toi, m'a dit Emma. L'un des faux comptes se fait passer pour une blogueuse de voyage qui visite différentes villes et demande des recommandations aux habitants. Je pense qu'elle espère que tu répondras si tu penses que c'est juste une personne au hasard qui pose des questions sur Portland. Comment as-tu compris que c'était elle ? Le compte utilisait une photo d'archive,
mais quand j'ai fait une recherche d'image inversée, j'ai trouvé la même photo sur un article de blog immobilier que Jessica avait écrit pour le travail. De plus, le style d'écriture était exactement le sien. Beaucoup de points d'exclamation et d'émojis. Jessica avait également, apparemment, rejoint des groupes Facebook pour les habitants de diverses villes où elle pensait que j'aurais pu déménager. Elle a posté dans des groupes pour Seattle, Denver, Austin et Portland, toujours avec une variation du même message, « Bonjour à tous. J'essaie de renouer avec une vieille amie de l'université nommée Audrea Mitchell. Elle a environ 28 ans, travaille dans le marketing et a peut-être déménagé dans votre ville récemment. Si quelqu'un la connaît ou a des pistes, je serais très reconnaissante de votre aide. » Les publications recevaient toujours des réponses de membres de groupes serviables, offrant des conseils ou partageant des histoires similaires. Mais bien sûr, personne n'avait d'informations utiles, car Jessica cherchait au mauvais endroit et utilisait des détails obsolètes sur ma vie. Mais les faux comptes de réseaux sociaux servaient un autre objectif. Ils permettaient à Jessica de surveiller mes anciens comptes et de voir si j'étais encore active quelque part. Elle avait apparemment compris que j'avais bloqué la famille, alors elle utilisait les faux comptes pour essayer de voir mes profils et mes publications. C'était un niveau de harcèlement numérique à la fois impressionnant et profondément dérangeant. Ma sœur, qui semblait à peine remarquer mon existence quand nous vivions dans le même état, passait maintenant des heures chaque jour à essayer de me retrouver en ligne. Toute la situation avait pris une ampleur démesurée. Mes parents s'étaient convaincus, ainsi que leur famille élargie, leurs amis et même des inconnus sur Internet, que j'étais une personne disparue ayant besoin d'être secourue. Ils avaient créé ce récit élaboré où j'étais la victime d'une crise inconnue, et où ils étaient les parents inquiets faisant tout leur possible pour ramener leur fille à la maison en toute sécurité. Ce qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas reconnaître, c'est que je n'étais pas disparu. J'étais exactement là où j'avais choisi d'être, vivant exactement la vie que je voulais vivre. Je n'étais pas en danger. Je ne faisais pas de dépression. Et je n'avais pas besoin d'être secouru. J'en avais juste fini avec eux. En novembre, j'ai reçu un appel d'Emma qui m'a fait douter de la santé mentale de toute ma famille. « Audrea, il faut que tu t'assoies pour celle-là. » Je suis déjà assise. « Quoi encore ? Tes parents ont engagé un détective privé. » Ils ont quoi ? Un détective privé m'a contacté hier. Un type professionnel, très poli, qui a dit qu'il essayait de te localiser au nom de ta famille inquiète. Il avait des cartes de visite et tout. Tu te moques de moi. J'aimerais bien. Je lui ai dit la même chose qu'à tes parents, je peux confirmer que tu es en sécurité et en bonne santé, mais je ne partage pas ta localisation sans ta permission. Il a dit qu'il comprenait et m'a laissé sa carte au cas où je changerais d'avis. C'est de la folie. Ça empire. J'ai appelé Marcus, et le type l'a contacté aussi. Même histoire. Mais Audrea, il est aussi allé à ton ancien immeuble et a interrogé tes anciens voisins. Beth a dit qu'il était très respectueux mais minutieux. Il a posé des questions sur tes habitudes, tes amis, si tu avais semblé en détresse avant de déménager. Je n'en revenais pas. Ils avaient engagé un vrai détective privé pour me retrouver. Les mêmes parents qui ne se souvenaient pas de mon anniversaire dépensaient maintenant des centaines de dollars pour un professionnel afin de me trouver. A-t-il trouvé quelque chose d'utile ? Ai-je demandé, par curiosité morbide. Je ne pense pas. On lui a tous raconté la même histoire, tu vas bien, tu as déménagé volontairement, et nous ne donnons pas de détails. Il a semblé satisfait que tu ne sois pas en danger ou quoi que ce soit. L'affaire du détective privé aurait dû être la fin, mais ma famille n'avait apparemment aucune notion de limite. En décembre, Jessica a commencé à essayer de me retrouver par le biais de mes passe-temps. Elle a réussi à découvrir que j'avais pris des cours de poterie en Ohio et a commencé à appeler des ateliers de poterie dans les grandes villes, demandant s'ils avaient une élève nommée Audrea Mitchell. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a essayé les studios de yoga, les clubs de lecture, les groupes de randonnée, tout ce qui lui passait par la tête et que j'aurais pu rejoindre. Marcus m'a dit qu'elle avait même créé d'autres faux comptes de réseaux sociaux pour essayer de me trouver. Elle avait envoyé des demandes d'amis à des personnes ayant des noms similaires ou de mon université, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui pourrait savoir où j'étais. « Ta sœur est persévérante », a-t-il dit. Je dois lui accorder ça. Elle est désespérée de me retrouver pour qu'il puisse retourner m'ignorer la conscience tranquille, ai-je répondu. Mais je commençais à me demander si c'était vraiment de ça qu'il s'agissait. Le temps, l'énergie et l'argent qu'ils investissaient pour me retrouver semblaient excessifs pour des gens qui voulaient juste apaiser leur culpabilité. La réponse est venue en janvier,
près d'1 an après ma disparition de leur vie. Je prenais un café avec une nouvelle amie du travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif de l'Oregon. J'ignorais les appels inconnus depuis des mois, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Bonjour, est-ce bien Audrey Mitchell? La voix était inconnue, professionnelle, féminine. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Linda Rodriguez et je suis une assistante sociale du département des services humains de l'Oregon. J'ai reçu une demande de vérification de bien-être vous concernant, et je voulais vous contacter pour confirmer que vous êtes en sécurité et hors de danger. Mon sang s'est glacé. Une demande de vérification de bien-être de la part de qui? Je ne peux pas partager de détails spécifiques sur la personne qui l'a demandé, mais je peux vous dire que quelqu'un a exprimé son inquiétude que vous puissiez être porté disparu ou en danger. Ils ont fourni votre nom et indiqué que vous pourriez vivre dans la région de Portland. Je ne suis ni disparu ni en danger. J'ai déménagé ici volontairement pour le travail. C'est ce que je supposais, mais je dois faire le suivi de ces demandes. Seriez-vous d'accord pour me rencontrer brièvement, juste pour que je puisse clore ce dossier? J'ai accepté de la rencontrer le lendemain dans un café du centre-ville. Linda s'est avérée être une femme aimable d'une 50aine d'années, qui semblait aussi agacée par la situation que moi. Je dois vous demander, a-t-elle dit après avoir confirmé mon identité et mon bien-être, avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle quelqu'un pourrait penser que vous êtes porté disparu ou en danger? Je lui ai donné la version abrégée de l'histoire. Des problèmes de famille. J'ai décidé de déménager et de repartir à zéro. Ils essaient de me retrouver depuis. Et ils ont signalé votre disparition? C'est de ça qu'il s'agit? Pas exactement. En Oregon, les adultes ont le droit de disparaître s'ils le souhaitent. Mais quand quelqu'un dépose un rapport d'inquiétude, affirmant croire qu'une personne pourrait être en danger, nous devons faire un suivi. La personne qui a déposé ce rapport a prétendu avoir des raisons de croire que vous pourriez être victime d'un acte criminel ou souffrir d'une crise de santé mentale. Un acte criminel. Apparemment, ils ont dit à la police de votre ville natale que votre disparition était complètement inhabituelle et que vous aviez agi étrangement avant de disparaître. La police locale nous a transmis l'information à titre de courtoisie. J'étais sans voix. Ils avaient convaincu la police que j'aurais pu être assassiné ou enlevé. Je vois à votre réaction que ce n'était pas le cas, a poursuivi Linda. Voulez-vous contacter votre famille et leur faire savoir que vous allez bien? Je peux faciliter cette conversation si cela peut aider. Non, ai-je dit fermement. Je suis une adulte qui a pris la décision adulte de déménager et de repartir à zéro. Je ne leur dois aucune conversation. C'est absolument votre droit. Je vais clore ce dossier et noter que vous êtes en sécurité et que vous vivez de manière indépendante par choix. Je dois cependant mentionner que la personne qui a déposé ce rapport était très convaincante. Elle a fourni beaucoup de détails sur votre vie, votre parcours professionnel, vos amis. Elle vous connaît clairement bien. Elle pense bien me connaître, ai-je dit doucement. Il y a une différence. Linda a hoché la tête. Je vois ça plus souvent que vous ne le pensez. Des familles qui ne comprennent pas que, parfois, les gens veulent juste un nouveau départ. Après le départ de Linda, je suis resté assise dans ce café pendant 2 heures, à digérer ce qui venait de se passer. Mes parents avaient convaincu la police que je pouvais être morte. Ils avaient impliqué une assistante sociale. Ils avaient transformé mon choix conscient de repartir à zéro en une potentielle enquête criminelle. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'avais toute leur attention. En grandissant, j'aurais tout donné pour que mes parents s'inquiètent pour moi comme ils s'inquiétaient pour Jessica. J'aurais adoré qu'ils remuent ciel et terre pour me retrouver quand j'étais en difficulté. J'aurais été ravi de savoir qu'ils se souciaient assez pour engager des professionnels et impliquer les autorités. L'ironie était dévastatrice. Maintenant que j'avais enfin l'amour et l'attention que j'avais toujours voulu de leur part, je n'en avais plus besoin. Ce soir-là, j'ai appelé Emma. Ils ont signalé ma disparition, lui ai-je dit. Tu es sérieuse? Absolument sérieuse. Une assistante sociale m'a contacté aujourd'hui. Ils ont dit à la police que j'aurais pu être assassiné. Jésus, Audrey, c'est en fait assez effrayant. Et s'ils essaient de te faire interner ou quelque chose comme ça? Ils ne peuvent pas. Je suis clairement compétente et je vis de manière indépendante. Mais Emma, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi.
J'ai besoin que tu appelles ma mère et que tu lui dises que je suis en vie et en sécurité, mais que j'ai choisi de déménager et que je ne veux aucun contact avec la famille. Ne lui dis pas où je suis. Ne lui donne pas mon numéro. Dis-lui juste d'arrêter de me chercher, parce que je vais bien et que j'ai fait ce choix délibérément. Tu es sûr? Tu pourrais l'appeler toi-même et vraiment lui dire ce que tu penses de l'histoire de l'anniversaire, de la maison de Jessica et de tout le reste. J'y ai pensé, mais tu sais quoi? Je ne pense pas qu'elle comprendrait. Elle trouverait juste des excuses et essaierait de me culpabiliser pour que je revienne, afin qu'il puisse recommencer à me traiter comme si j'étais invisible. De cette façon, au moins, je savais qu'il se souviendrait que j'existais. Emma a appelé ma mère le lendemain et a transmis le message. Selon elle, ma mère a pleuré et a supplié pour avoir mon numéro de téléphone, mais Emma a tenu bon. Elle a cependant posé une question. Madame Mitchell m'a demandé de te demander quelque chose, m'a dit Emma plus tard. Elle veut savoir ce qu'ils ont fait de mal. Elle dit qu'ils ont tout passé en revue, essayant de comprendre pourquoi tu es parti, et qu'ils ne comprennent tout simplement pas. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Dis-lui de réfléchir à la différence entre la façon dont ils m'ont traité et la façon dont ils ont traité Jessica. Dis-lui de penser à mon 28e anniversaire et à la toute nouvelle maison de Jessica. Si elle ne peut pas comprendre à partir de là, alors elle est encore plus ignorante que je ne le pensais. Emma a également transmis ce message. Elle a dit que ma mère était restée silencieuse un long moment, puis avait dit qu'elle devait y aller. C'était il y a 8 mois. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux depuis. J'aimerais dire que je n'y pense jamais, mais ce ne serait pas vrai. Je me demande parfois s'ils ont enfin compris ce qu'Emma leur a dit. Je me demande s'ils parlent de moi lors des dîners de famille, ou s'ils m'ont simplement rayé de leur vie comme leur fille folle qui a disparu sans raison. Je me demande si Jessica se sent coupable pour la maison, ou si elle fait même le lien avec ma disparition. Je me demande si mes parents ont appris quelque chose de cette expérience, ou s'ils feront les mêmes erreurs avec leurs futurs petits-enfants. Mais la plupart du temps, je ne me pose pas de questions. La plupart du temps, je suis heureuse. J'ai eu une promotion au travail le mois dernier. Jake et moi parlons d'emménager ensemble. Je me suis fait de vrais amis ici, des gens qui m'apprécient pour qui je suis, plutôt que de me supporter par obligation. Je prévois un voyage en Thaïlande avec mon groupe de randonnée, et j'apprends l'espagnol juste parce que j'en ai envie. Ma vie est pleine, riche et entièrement à moi. J'ai construit quelque chose de magnifique à partir de rien, et je l'ai fait sans leur aide, leur approbation ou leur attention. Parfois, je pense à ce qui se serait passé s'ils m'avaient juste envoyé un texto d'anniversaire. Serais-je toujours en Ohio, à travailler à un poste que je n'aimais pas, à passer les fêtes à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille? Aurais-je jamais trouvé le courage de parier sur moi-même? Je ne le saurais jamais. Et honnêtement, je n'en ai pas besoin. Le chemin qui m'a mené ici a été douloureux, mais il m'a conduit exactement là où je suis censé être. À tous ceux qui lisent ceci, qui se sentent invisibles dans leur propre famille, qui sont fatigués de mendier des miettes d'amour et d'attention, qui se demandent s'ils en demandent trop, vous n'en demandez pas trop. Vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui se souviennent de votre anniversaire sans qu'on le leur rappelle, qui célèbrent vos succès au lieu de les tenir pour acquis, qui remarquent quand vous êtes parti. Et si votre famille ne peut pas vous donner ça, vous pouvez vous en construire une nouvelle. Cela peut être effrayant. Cela peut être solitaire au début, mais je vous promets ceci, les personnes qui sont censées être dans votre vie vous aimeront sans que vous ayez à le mériter. Elles se présenteront sans qu'on le leur demande. Elles se souviendront de ce qui compte pour vous, parce que vous comptez pour elles. Quant à mes parents, j'espère qu'ils apprendront quelque chose de tout ça. J'espère qu'ils seront meilleurs avec Jessica qu'ils ne l'ont été avec moi, bien que, honnêtement, ce ne serait pas difficile. J'espère qu'ils comprennent maintenant que l'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un choix que l'on fait chaque jour, par ses actions. Mais leur cheminement n'est plus ma responsabilité. Je me suis choisi, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ce qui est drôle, c'est qu'en essayant si désespérément de me retrouver, ils m'ont accidentellement fait le plus beau cadeau qu'ils auraient pu me faire, ils ont prouvé que j'étais assez forte pour disparaître de leur vie et construire quelque chose de mieux, toute seule. Et pour ça, je suis en fait reconnaissante.